bienvenue à tous pour ce nouveau tempo en ligne de l'étincelle du NPA. La semaine dernière, on avait discuté de la dialectique et de la philosophie marxiste. Et ben, on va continuer aujourd'hui ce cycle de formation sur le marxisme avec cette fois la critique de l'économie capitaliste par Marx. Alors, très récemment, au cours de la pandémie de Covid-19, on a vu que l'épidémie a fait ressortir les aspects les plus glaçants de l'exploitation capitaliste, avec les salariés en première ligne, ou bien le télétravail pénible pour les autres, des patrons qui profitaient de la situation ou qui étaient prêts à tout pour faire reprendre le chemin de l'usine, du bureau, de l'atelier, et tout ça au mépris de la santé des salariés. Alors, et maintenant, c'est la reprise à marche forcée avec des plans de relance qui se succèdent. Dans l'aéronautique hier, dans l'automobile aujourd'hui, demain, ça sera un autre secteur avec des milliards d'argent public donnés aux patrons sous prétexte qu'il faut sauver l'économie française et bien sûr sauver les usines, sauver les emplois, disent-ils. Ils disent que c'est la crise. Bon, en réalité, ces plans de sauvegarde de l'économie, c'est des plans de sauvegarde des profits, que ces profits qu'ils font en usant des salariés jusqu'à la corde euh, au travail. Donc l'idée d'aujourd'hui, avant de discuter la semaine prochaine de la lutte des classes, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'étudier l'économie politique et sa critique par Marx, voir d'où vient le profit, comment les salariés sont exploités et comment on pourrait faire pour que ça soit plus le cas dans une autre société. Alors, pour analyser le fonctionnement de l'économie capitaliste, on aura aujourd'hui une présentation à trois voix qui va donc éclairer tous ces concepts d'exploitation, de plus-value, de profit, de capital, de moyens de production. Des concepts un peu compliqués, mais indispensables pourtant pour comprendre les rouages de l'économie capitaliste, les rouages du système capitaliste et puis s'en débarrasser. On va commencer donc par une présentation d'une heure environ, puis une séance de questions ou de débats. La vidéo, elle est en ligne sur Facebook Live et elle sera bien sûr sur YouTube juste après la discussion. Du coup, sans transition, je donne la parole à Valentin pour commencer. Il va parler des profits et de l'exploitation capitaliste. Ensuite, on aura Raphaël sur l'industrialisation et le chômage. Et enfin, on discutera de l'accumulation du capital, entre autres choses, et des perspectives qu'on peut avoir pour exproprier tous les capitalistes. Alors, je donne la parole à Valentin. Je demande juste aux gens branchés sur le Zoom de couper leur micro pour qu'on puisse l'écouter dans des bonnes conditions. Et c'est parti pour cette introduction à l'économie, les secrets de la loi du profit. Voilà, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler économie. Quand on dit économie, en général, on pense à l'argent, à la monnaie, à la bourse, aux banques, au marché en général, et en particulier au marché financier. Enfin bref, à tous ces trucs un peu obscurs qui sont centraux dans la société actuelle. Cette société, c'est le règne de l'argent des plus riches, les grands gagnants de ce système qui continuent de s'enrichir. Évidemment, il n'y a pas de méritocratie pour expliquer la richesse des milliardaires, mais tout le monde comprend bien que ce n'est pas le travail ni la qualité individuelle qui permet de s'enrichir au point de posséder l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers d'années du salaire moyen. Il y a un secret derrière l'explosion des inégalités et il est bien caché. Chacun le ressent confusément, d'où le succès de certaines théories fumeuses qui cherchent l'astuce derrière une conspiration qui viserait soit à contrôler secrètement les marchés financiers ou bien la création monétaire. Théories qui virent souvent au délire antisémite dans leur version d'extrême droite ou à la dénonciation des méfaits de la spéculation boursière dans leur version de gauche. Dénonciation à laquelle nous nous associons, mais qui est tout à fait insuffisante pour expliquer les inégalités. Sans plus de suspense, la réponse à l'énigme, elle tient en un mot. Il est marqué sur le PowerPoint, c'est le profit. Et son corollaire, c'est-à-dire l'exploitation, masquée derrière les grandes proclamations démocratiques de liberté et d'égalité. Partons du marché. C'est en général le lieu physique ou virtuel où s'échangent les marchandises. C'est là où deux personnes se retrouvent pour s'échanger ce qu'elles ont produit. C'est une activité humaine qui implique des produits de l'activité humaine. Si on prend la finance comme qui est le marché des marchés, là où tout s'achète et tout se vend, on nous dit que le CAC 40, il a pris 20 points une journée. Il a décidé, c'est le marché. C'est comme s'il pleut à Paris. Qu'il décide, c'est la météo. Personne ne maîtrise rien. Et il n'y a qu'à regarder les experts politiques et économiques dans les médias en ce moment s'affoler sur la récession actuelle.
Ils ne peuvent que la regarder s'abattre, essayer de limiter les dégâts, mais en aucun cas, ils ne peuvent l'éviter. La crise, c'est comme une tempête, on ne sait jamais exactement quand elle va pointer le bout de son nez. C'est une caractéristique du marché. Il s'impose aux hommes et c'est donc l'homme qui s'adapte au marché et pas l'inverse. Et ça, c'est pas une mince affaire quand toute la production, c'est une production de marchandises, c'est-à-dire de biens ou de services destinés à être vendus sur un marché. Sur le marché, c'est l'individualisme. Chacun gère ses affaires tout seul et les échanges se font directement entre les individus. Pour comprendre son fonctionnement, on va faire comme dans les cours d'économie. On va imaginer une société qui n'a jamais existé, mais où chacun produit ce qu'il veut et change sa production sur un marché. C'est stupide et ça a tendance à faire comme si le capitalisme, c'était un système naturel qui découlait de la nature humaine, mais en suivant les économistes capitalistes dans leur raisonnement, on va en montrer les failles. Donc si le boulanger écoule son pain, c'est qu'il y a des gens intéressés pour en avoir et assez solvables pour l'acheter. Le pain, le fait que le pain trouve un acheteur, c'est le seul critère qui permet de juger après coup si le travail du boulanger a été utile à la société. C'est aussi le marché, à travers ces mécanismes, c'est aussi avec le marché et ses mécanismes que la société fixe ce que chacun obtient de son travail en fonction de ce qu'il a produit. Mais sur le marché, c'est chacun sa merde. Je dois produire pour échanger, mais personne ne me dit ce qui est vraiment utile à la société. C'est à double tranchant. Soit j'échange et j'obtiens de quoi satisfaire mes besoins. Et en plus, je sais que je suis utile. Soit j'échange pas et dans ce cas, en plus d'être inutile, je n'ai rien pour répondre à mes besoins. Si plus personne ne veut de chemise, le tailleur meurt de faim ou alors il doit changer de métier. Mais rien ne lui dit que son nouveau métier il sera utile. Et personne ne sera attristé de la disparition des tailleurs parce que les chemises n'intéressent plus personne. Dans une société marchande, le rapport aux autres, il passe par l'intermédiaire des marchandises. Et la division du travail, la production et la répartition des produits sont donc tous les trois décidés, non pas centralement et collectivement, mais aveuglément sur un marché. La monnaie, ça permet de faciliter l'échange. Bon, ça a d'autres fonctions qu'on pourrait développer, mais ce n'est pas le propos de cet exposé. Et vous l'aurez compris, nous ne sommes pas des adeptes des théories qui font de la monnaie en soi ou alors de la création monétaire le nœud du problème. On va seulement se demander comment les prix sont fixés par le biais de la loi de l'offre et de la demande. Plus d'acheteurs que de vendeurs et les prix baissent. Plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix baissent. Plus d'acheteurs que de vendeurs et les prix montent. C'est la loi du marché. Et cette loi du marché, elle indique l'évolution des prix. S'il y a trop de boulangers, le prix du pain va baisser, au point que des boulangers vont faire faillite et se reconvertir, ce qui va diminuer l'offre et stabiliser les prix. S'il n'y a pas assez de tailleurs, les prix vont augmenter et entraîner des vocations pour la profession. L'offre s'étoffera, c'est le cas de le dire, et les prix se stabiliseront. Mais autour de quoi? Quelle est la qualité commune au pain et aux chemises qui permet de les comparer? Mettons qu'en une journée de travail, un tailleur peut acheter la quantité de pain que le boulanger a fait en 2 jours. La loi du marché va alors jouer parce que l'échange, il profite aux tailleurs. Il y a des boulangers qui vont disparaître et les tailleurs vont se multiplier jusqu'à ce que le produit d'une journée du travail du tailleur, elle se vende au même prix que le produit d'une journée du travail du boulanger. Il y a une égalisation du temps de travail. Le travail d'une journée du boulanger s'échange contre une journée du travail du tailleur. Même si un boulanger exerce un métier totalement différent de celui du tailleur, la valeur de leur produit est mesurée par le temps de travail moyen nécessaire pour le produire. C'est ça la loi de la valeur. La valeur d'une marchandise est le temps de travail nécessaire en moyenne pour la produire. C'est une moyenne parce que ça ne veut pas dire qu'un boulanger qui mettrait plus de temps à faire son pain pourrait le vendre plus cher. C'est une moyenne sur le travail de tous les boulangers sur un marché donné en fonction de l'avancement technologique de la production des fours à pain, par exemple, et de la qualité des farines. Enfin, de toutes ces choses qui peuvent varier sur la production. C'est une moyenne sur un travail jugé socialement nécessaire, c'est-à-dire qui est validé après coup par l'échange. Je le répète, la valeur d'une marchandise, c'est le temps de travail nécessaire en moyenne pour la produire. Les prix, c'est cette valeur exprimée en monnaie, ce qui complique un peu les choses, mais pour faire simple, on va dire que les prix, ça reflète la valeur. Donc, si la valeur des marchandises, c'est le temps de travail, alors les ouvriers et les employés, qui sont les essentiels pendant cette crise sanitaire, ça devrait être les plus riches, non? Et bien, c'est là qu'on touche aux limites de la société idéale des petits producteurs. J'ai dit idéal, mais c'est plutôt une dystopie. Ce n'est pas du tout la société actuelle, ni même aucune société ayant jamais existé. Déjà, on n'est pas des producteurs individuels. Pour faire une voiture, il faut des milliers d'ouvriers. Et ce ne sont pas les ouvriers, en plus, qui mettent la voiture en vente sur le marché, c'est le patron. Quand on voit le marché, on ne voit que des produits et des prix. Tout ce qui est en rapport avec la production, ça disparaît comme par magie, et il y a une raison, c'est que la sphère de la production est en contradiction complète avec le marché. Sur le marché, c'est l'individualisme, chacun se débrouille comme il peut en faisant ses propres choix. Dans la production, c'est le contraire, c'est la dictature absolue où le patron décide de tout, même du timing des pauses pipi. C'est une prison. Dans la société, on peut élire son président, même si ça ne sert à rien, mais dans l'usine, personne ne choisit le patron.
cet antre de la production, comme disait Marx en comparant les usines aux enfers de Dante, il échappe à tous les critères démocratiques des sociétés modernes, aussi limités soient-ils. La démocratie, elle s'arrête aux portes des entreprises et pour cause, car c'est là que se situe le secret de l'enrichissement des riches, le profit. Le patron, ce n'est pas juste un intermédiaire qui met la voiture des ouvriers sur le marché. C'est sa voiture, c'est lui qui récolte l'argent et c'est de là qu'il gagne son profit. Son profit, c'est une part de la valeur de la voiture qu'il conserve pour lui alors qu'il n'a pas travaillé pour la fabriquer. La différence entre un patron et un ouvrier, c'est qu'il y en a un qui travaille et l'autre qui lui fournit les moyens de travailler. L'ouvrier ne peut pas produire directement car il n'a pas accès aux moyens de production. Il ne peut donc rien apporter sur le marché. Les ouvriers automobiles, ils n'ont pas les outils pour fabriquer dans leur garage des voitures. Et les machinistes de la RATP, ils ne conduisent pas leur propre bus. Ces moyens de production, ils sont la propriété du capitaliste et ceux qui n'en ont pas, ils ne peuvent que vendre leur force de travail pour obtenir de quoi vivre. La vente de la force de travail, elle se fait selon les lois du marché, entre deux individus libres, mais leurs libertés sont bien différentes. Parce que le travailleur, il est libre de toute propriété, de tout moyen de travail. Il est donc forcé de vendre sa force de travail. Le capitaliste, lui, il est libre car la société l'autorise et même l'encourage à acheter cette force de travail qu'il peut employer comme bon lui semble. Le travailleur ne souhaite en aucun cas vendre sa liberté au capitaliste. L'usage de la force de travail il est convenu par un contrat et pendant un certain temps, une fois la journée de travail terminée, le travailleur récupère sa liberté et il est à nouveau libre de la remettre en vente le lendemain. Donc, si la force de travail, c'est une marchandise, elle a donc une valeur et un prix qui correspond à cette valeur. Le prix, c'est le salaire, et la valeur de la force de travail, c'est ce qui lui est nécessaire pour être produite. C'est-à-dire qu'en vendant sa force de travail une journée, le travailleur doit avoir de quoi produire une nouvelle force de travail, c'est-à-dire de quoi vivre une journée de plus. Le salaire, c'est ce qui permet de vivre. Et si vous faites le compte de la bouffe, du loyer, de l'abonnement téléphonique, d'Internet, de la facture d'eau, d'électricité, des assurances, enfin tout ça, quoi, vous obtenez plus ou moins votre salaire, et ce n'est pas un hasard. Au mieux, en économisant un peu chaque mois, un ouvrier peut avoir de quoi s'acheter une voiture, ou peut-être un appartement, mais rarement plus, et d'ailleurs souvent moins. De l'autre côté, celui qui achète la force de travail, c'est le patron, c'est le capitaliste. En achetant la force de travail, il met le doigt sur une marchandise pas comme les autres, une marchandise qui est source de valeur. En une journée de travail, un ouvrier il crée plus de valeur que la valeur de son salaire. Il fournit un travail nécessaire, un travail supplémentaire, pardon, un surtravail. D'où le capitaliste tire sa plus-value, c'est le fameux profit. On l'a cherché dans le marché et on l'a finalement trouvé dans la production. La force de travail, c'est la poule aux œufs d'or du capitaliste. En achetant, le capitaliste gagne donc de l'argent. Et cet argent gagné, c'est ce qui forme son capital. Il s'accroît à chaque fois que l'ouvrier travaille pour le capitaliste. Tandis qu'un patron donne du travail à un employé, en fait, c'est toujours l'inverse. Le travail salarié, quel que soit le salaire ou les conditions de travail, c'est l'exploitation, au sens où il y a une partie de la journée de l'ouvrier qui est accaparée par le capitaliste. Ce n'est pas du vol ou un complot, c'est le fonctionnement normal du système. Il y a une exploitation, même quand toutes les marchandises sont vendues à leur valeur, tant la force de travail que les produits du travail. Et on peut illustrer ça en prenant l'exemple dans une usine textile. Un ouvrier payé 10 € de l'heure produit en une heure une chemise vendue 25 €. Mettons que le prix du tissu et l'amortissement des machines à coudre, ça coûte 5 € au patron. Du coup, le travail de l'ouvrier aura transformé le tissu d'une chemise le tissu en chemise et produit une valeur ajoutée de 20 € en une heure. En une journée de 10 heures, l'ouvrier aura donc gagné 100 € et il aura créé 200 € de valeur dans les chemises. Il n'y a pas de fraude du point de vue des lois du marché parce qu'avec son salaire de 100 €, le travailleur a de quoi vivre une journée de plus. Le patron qui loue l'usage de la force de travail pour la journée peut en faire ce qu'il veut. La journée de travail, elle est divisée en deux. Il y a une partie pendant laquelle le travailleur recrache son salaire, il crée la valeur égale à ce qu'il gagne. Ça, c'est le travail nécessaire, ou capital variable du point de vue du patron, mais on y reviendra plus tard. C'est la partie où l'autre partie, c'est la partie où il produit la plus-value que le patron transformera en profit, c'est le surtravail. Donc, pour reprendre notre exemple, s'il crée une valeur de 200 € en une journée, notre ouvrier textile qui gagne 100 € aura travaillé pendant 5 heures pour lui et 5 heures pour le patron. La plus-value du capitaliste, c'est de 100 €. Le surtravail, c'est le secret de l'enrichissement des capitalistes. C'est un secret scandaleux car il repose sur l'exploitation des ouvriers. Et ce surtravail, il est rendu invisible par la notion de salaire horaire. Le salaire, ça permet simplement aux travailleurs d'obtenir ses moyens de subsistance. Ça ne dépend pas du tout du temps de travail. D'ailleurs, le temps de travail, il est imposé en France avec les 35 heures. Ce n'est donc pas le travailleur qui choisit de travailler jusqu'à pouvoir répondre à ses besoins. En plus, si on compare entre les différents pays et qu'on recherche une corrélation, on verrait sans doute l'inverse, que plus il y a d'heures de travail dans un mois, plus les salaires mensuels sont bas.
Avec une heure de travail dans les usines au Bangladesh, on peut s'acheter moins de choses qu'avec une heure au SMIC en France. Le salaire, il est fixé sur le marché du travail et il correspond uniquement au minimum nécessaire à la survie d'un travailleur dans un pays donné, à une époque donnée. Le salaire ne dépend pas du nombre d'heures travaillées ni même de l'intensité du travail. Le salaire horaire, c'est que l'opération abstraite de la division du salaire mensuel ou journalier par le nombre d'heures de travail. Cette illusion du salaire horaire, elle est possible parce que le surtravail, il est invisible. Une chemise fabriquée pendant le temps de travail nécessaire est exactement la même qu'une autre issue du surtravail. L'ouvrier ne fait pas la différence. Dans le capitalisme, le travailleur, il a tout le temps l'impression de travailler pour son salaire. Avec l'esclavage, en comparaison, c'est le contraire. On a l'impression que tout est du surtravail, alors qu'il y a aussi une partie du travail de l'esclave qui est, euh, qui est du travail nécessaire pendant lequel il produit l'équivalent de ses moyens de subsistance. Mais il n'y a rien d'invisible au patron, par contre. Quand il achète la force de travail, il le fait pour gagner de l'argent. Et il cherche donc à extraire le maximum de surtravail. Cette durée du surtravail, elle dépend de la durée du travail nécessaire et de la durée de la journée de travail. La durée du travail nécessaire, elle est donnée par le salaire et elle dépend du prix des moyens de subsistance. Il y a conflit entre le capitaliste et le travailleur sur ce qui est un moyen de subsistance. Parce que le capitaliste, il veille à ne payer que le nécessaire au travailleur, c'est-à-dire ce qui lui permet de satisfaire ses besoins physiologiques, manger, boire et dormir. Le travailleur, lui, quand il parle de ses besoins, il évoque des besoins sociaux qui dépendent de la société dans laquelle il évolue. Et aujourd'hui, par exemple, en plus des besoins élémentaires, on a besoin il faut un portable, par exemple. Donc, le montant du salaire et la durée du travail sont donc des variables qui n'obéissent pas à des lois économiques immanentes et gravées dans le marbre. Ce sont, comme dans toutes les catégories de l'économie, le résultat du rapport de force dans la société, du rapport de force dans la lutte des classes dans la société réelle. La lutte sur les salaires, c'est le fondement de l'action syndicale, c'est-à-dire l'union des ouvriers face au patron pour obtenir des augmentations. Sans cette lutte, le salaire tomberait au minimum physiologique, la force de travail serait vendue en dessous de sa valeur, car la loi du marché est en faveur du patron si les ouvriers restent isolés face à lui. Le résultat, le meilleur de cette lutte, et il est nécessaire de tout faire pour l'obtenir, c'est que la force de travail soit payée à sa valeur, ce qui empiète sur les profits, mais ça ne menace pas leur existence. Ça les ramène seulement exactement à la plus-value. Voilà, ni plus ni moins, le résultat le meilleur de la lutte syndicale sur les salaires. L'autre objet de la lutte des classes, c'est le temps de travail. Plus le travailleur travaille, plus il crée de valeur. Il est donc clair que l'allongement de la journée de travail permet de créer plus de valeur. C'est ce que Marx appelle la plus-value absolue. Si l'ouvrier travaille désormais 12 heures, il crée une valeur de 240 euros. Il a donc produit 140 euros de plus-value et fournit un surtravail pendant 7 heures contre 5 avant. Donc, le travailleur ne voit pas du tout la couleur de la valeur qu'il crée en plus. Avec sa journée qui s'allonge, c'est son exploitation qui s'accroît. La lutte pour limiter la journée de travail, elle a débouché dans les principaux pays capitalistes sur des législations comme la journée de 8 heures ou la semaine de 35 heures, avec pas mal d'astuces patronales quand même qu'on n'a pas le temps de décrire. Mais c'est donc d'emblée une lutte qui se mène à échelle au moins nationale et donc sur le terrain politique. Terminons les calculs par une remarque pratique et importante sur les heures sup. On pourrait faire le même genre de raisonnement sur les primes au mérite ou bien de discuter de l'échelle différenciée des salaires, mais laissons ça pour le débat. Même en majorant les heures sup, les capitalistes sont gagnants, et même doublement. En France, les heures sup, elles sont majorées à 10% et défiscalisées. Donc, si on reprend notre exemple, avec une journée de travail de 10 heures plus 2 heures sup, un ouvrier est payé 122 euros et il a créé une plus-value de 118 euros. C'est un peu plus faible que si les heures sup, elles n'étaient pas majorées, mais c'est toujours plus fort qu'avec 10 heures de travail. C'est là où le capitaliste est gagnant pour la première fois. Mais maintenant, en plus, l'ouvrier, il dispose de 122 euros pour subvenir à ses besoins. Le travailleur a individuellement augmenté son salaire. Par contre, une fois que les heures sup sont mises en place et se généralisent, elles intègrent peu à peu le calcul de la valeur de la force de travail, qui est, rappelons-le, une moyenne sociale. Cela se traduit par une baisse du salaire de base comparé au prix qui augmente, et cela augmente la pression à faire des heures sup. Et donc, le salaire total, heures sup comprises, devient le salaire de base. Le patronat a allongé la durée effective du travail sans modifier la loi. Ça nous rappelle quelque chose. Bon, dans le fond, et pour conclure, les inégalités, elles ne sont pas causées par des dérives du système, mais bien par le système lui-même. Bien sûr, il y a énormément de problèmes qui sont liés au marché financier, aux banques et à la société marchande en général. Le marché, il est aveugle et froid, il ne fait pas du tout de sentiment pour tous ceux qui laissent sur le carreau. Mais ce n'est pas sur le marché que les inégalités elles sont produites. Ceux qui parlent de réguler le marché prennent bien soin de ne pas rentrer dans la sphère de la production, alors que c'est là que le capital s'accumule. La source des inégalités, c'est l'exploitation qui se matérialise dans le profit.
Ce n'est pas les abus du marché ou bien le fonctionnement, mais bien le fonctionnement normal du rapport salarial. Il faut en finir avec le profit, c'est-à-dire avec l'accaparement du surtravail par une caste de parasites. Il n'y a pas de dérive du capitalisme à corriger, mais c'est le capitalisme en lui-même qui a renversé, comme l'ont été les autres systèmes du passé qui reposaient aussi sur l'exploitation. Et pour la suite, je passe la parole à Raphaël. Ouais, du coup, les moyens qu'on a vus pour augmenter la plus-value, ils découlent de la lutte des classes. Ils dépendent des luttes pour la durée de la journée de travail et pour le salaire. C'est des objets de conflit entre travailleurs et patrons. C'est l'objet de la lutte syndicale. Dans des formations pour ces nouveaux militants, la CGT, elle explique la division de la journée de travail en travail nécessaire et surtravail, entre salaire et profit, pour en conclure que le but de la CGT, c'est de pousser le curseur. Un but qui est bien limité, qui s'éloigne en plus avec l'intégration croissante des syndicats, puisqu'aujourd'hui, ils négocient surtout les reculs sociaux. Cette organisation collective des travailleurs, elle est nécessaire pour ne pas se laisser écraser par le patronat tout de même. Elle est rendue nécessaire par les méthodes mêmes d'exploitation des travailleurs par le capital. Même si sur le marché du travail, on peut exister que comme individu, qui passe son entretien d'embauche tout seul, une fois au boulot, les patrons, ils imposent une organisation du travail qui fait coopérer les différents travailleurs ayant passé un contrat individuel de travail. Par cette coopération, chaque travailleur est plus productif. C'est une des astuces du capital qui maintient l'illusion de la liberté sur le marché pour acheter des forces de travail individuelles, mais en tirer plus de travail une fois dans l'entreprise, par l'organisation du travail sous sa dictature. De la même manière qu'à plusieurs on produit plus, on est aussi plus fort à plusieurs face au patron. Puisque ce qui importe au capital, c'est de faire fonctionner un collectif de travailleurs, c'est les réactions collectives qui peuvent enrayer la production capitaliste et créer un rapport de force pour négocier des conditions de travail, un encadrement de la journée de travail et des augmentations de salaire pour tous. Ça, les ouvriers, ils l'ont compris dès la naissance des premières manufactures et ils ont fait grève et lancé sans attendre les premières associations puis syndicats. Mais les luttes de type syndical, elles se heurtent à une limite face au capital. Car pour augmenter le profit, les capitalistes ils peuvent diminuer la partie nécessaire de la journée de travail, celle qui correspond au salaire. C'est un gain de plus-value relative, disait Marx. En intensifiant ou réorganisant le travail, souvent grâce à l'introduction de nouvelles machines, les capitalistes ils font produire plus de marchandises en moins de temps. La valeur de ces marchandises, elle baisse donc mécaniquement. On rappelle que la valeur d'une marchandise, c'est le temps de travail socialement nécessaire à sa production. Par conséquent, la valeur totale des biens de consommation nécessaires à la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire le salaire, il baisse aussi. Tant que les moyens de production ils restent dans les mains des capitalistes, l'accroissement de la force productive, d'abord motivé par la concurrence, c'est un moyen essentiel de leur domination sur les travailleurs. L'accroissement de la force productive qui marque le début de la domination totale du capital, c'est l'industrialisation, qui se traduit au départ par l'introduction de machines, puis d'automates. L'industrialisation, elle a pour corollaire le chômage, face auquel la forme étroitement syndicale des luttes de la classe ouvrière, elle ne suffit plus. Dans la première partie, du coup, on a découvert les lois de l'exploitation du rapport salarial. Ici, on va discuter des moyens de cette exploitation, c'est-à-dire des moyens de production hypertrophiés dans la société moderne. Marx il divise le capital en deux parties, le capital variable et le capital constant. Le capital variable, c'est le salaire, c'est ce qu'on a discuté dans le premier exposé. On dit variable parce qu'en payant le salaire, le patron il empoche un profit, c'est la partie du capital qui s'incrémente. Le capital constant, c'est tout le reste. Les matières premières, le bâtiment, les machines, plus précisément, c'est l'amortissement des machines, mais on ne va pas entrer dans les détails techniques. Il est dit constant parce que sa valeur, elle est transférée sans être augmentée au produit final. Mais on note que si ce transfert il a bien lieu, c'est quand même grâce au travail du salarié qui produit vraiment tout. Les machines et les matières premières, elles ont une valeur parce qu'elles sont elles-mêmes un produit du travail. Mais elles ne créent pas de valeur nouvelle, même les robots les plus perfectionnés. Le capitaliste, il fait souvent bien plus attention à son capital constant qu'à son capital variable, dans la mesure où seule la fraction qui s'use de manière productive, elle est conservée dans les marchandises qu'il vendra. Il cherche à préserver un maximum ses machines pour ne pas perdre de capital. Tandis que l'usure du travailleur, elle coûte qu'au travailleur lui-même, ce qui n'est pas le problème du capitaliste. Ce cynisme, il a des conséquences réelles. Il y a quelques années, au Bangladesh, un bâtiment qui abritait des fabriques textiles s'est effondré sur les plus de 3000 ouvrières présentes, faisant plus de 1000 morts. Dans le textile, le capital constant il est très faible, des machines qui comprennent très peu de technologie et un bâtiment vétuste. Les milliers de travailleurs ils nécessitent très peu de formation et sont remplaçables pour le capital qui économise en ne se préoccupant pas de l'entretien des locaux, quitte à perdre un peu de fil, quelques machines et un millier d'ouvriers dans un accident. Là où le capital constant il est plus important, on a du mal à imaginer un capitaliste laisser son usine s'effondrer.
comme par exemple à Foxconn en Chine, où il y a les iPhones qui sont assemblés. Les travailleurs, ils sont pas beaucoup mieux payés qu'au Bangladesh, mais les machines modernes, elles sont bien trop coûteuses pour que le capitaliste ne fasse pas son possible pour les sécuriser. La production capitaliste, que ce soit dans le textile ou dans l'assemblage électronique, elle reste industrialisée. Elle utilise la technique et elle lui subordonne les travailleurs pour produire plus à plus bas coût. Le premier acte de la production capitaliste, c'est la coopération du travail sous le commandement d'un même capital. La concurrence entre capitalistes, elle pousse à une organisation qui tire le maximum de surtravail. Chaque geste est mesuré, optimisé, chaque tâche est divisée en tâches élémentaires, chaque travailleur est assigné à une tâche de plus en plus limitée. Le produit de son travail, il lui échappe d'autant plus que la transformation que chaque ouvrier fait subir au produit est de plus en plus insignifiante et répétée toute la journée. La simplicité de cette tâche, elle permet au patron d'imposer des cadences plus élevées. Chaque ouvrier perd la capacité d'organiser son travail lui-même, et ce qui perd individuellement, ça se concentre du côté du capital, dans la science et la technique mise au service de la production capitaliste. La science de l'organisation du travail, elle est devenue omniprésente, du taylorisme au lean management, et les machines, elles sont mises au service de cette organisation du travail. D'après des calculs de managers, les ouvriers des usines General Motors aux États-Unis, ils font des gestes productifs, c'est leur terme, pendant 56 secondes de chaque minute. Cette division du travail, poussée à son paroxysme dans la fabrique, elle prépare l'automatisation de la grande industrie. En effet, le capital, il simplifie tous les travaux humains au point que chaque tâche, elle devient faisable par un automate. L'ouvrier, devenu esclave de la machine, il est condamné à être remplacé par un automate. Les progrès de la technique et l'introduction de machines qui sont des condensés de technologie toujours plus grands, ça accroît la part du capital constant par rapport au capital variable. Elles nécessitent de moins en moins de travailleurs, alors même qu'elles sont de plus en plus complexes. La machine, elle tend à devenir un automate, à réaliser de plus en plus d'opérations continues sans l'action de l'homme, autre que la surveillance. Sur le site le plus important dans la production de vanilline, un arôme de vanille, de Solvay, leader mondial de cette production dans la vallée de la chimie à Lyon, 2 travailleurs simultanément suffisent à la production de plusieurs tonnes d'arômes par jour, grâce à une machinerie qui s'étend sur 4 étages, qui réalise l'ensemble des opérations chimiques. Un des 2 travailleurs, il surveille ce qui se passe dans la machine sur ses écrans de contrôle, pendant qu'un rondier se balade dans les installations pour intervenir dessus si nécessaire. Ces nouveaux équipements dans la chimie, ils ont été introduits à partir des années 70, puis l'informatique, à son tour, permis de faciliter la surveillance des machines. L'introduction de ces machines, elle a permis de réduire drastiquement le nombre de travailleurs dans le secteur de la chimie, en même temps qu'elle a fait franchir un degré dans la transformation du travail de ceux qui y ont gardé leur emploi, en un travail de surveillance de la machine et d'intervention sur elle. Ces transformations, elles sont constantes et elles ne touchent pas du tout que le secteur de la chimie. On a vu ce processus à l'œuvre dans l'industrie, mais aussi dans ce qu'on appelle les services, qui sont industrialisés eux aussi. Chez AXA, un employé de bureau, il ne traite plus des dossiers individuels avec leurs problèmes globaux, mais un élément du dossier isolé sur lequel il doit prendre une même décision 100 fois par jour, avant qu'une intelligence artificielle programmée sur la base de son travail ne vienne le remplacer. C'est le processus d'industrialisation. À Guyancourt, site de recherche et développement de Renault concentrant 14 000 travailleurs, les ingénieurs et techniciens, ils s'occupent de plus en plus d'une partie de projet et tout est fait pour qu'il ne soit jamais inoccupé. Il faut refiler cette partie de projet et si ça bloquera, on verra ça plus tard et en reprendre une autre. Et la partie de projet dans laquelle chacun s'occupe est de plus en plus limitée. Les capacités de production accrues par l'automatisation, elles produisent une frénésie productiviste chez les capitalistes. Leur but, c'est de produire pour le profit, pour pouvoir produire à nouveau pour le profit. Cette frénésie productiviste, elle s'empare d'abord de la production des machines, c'est-à-dire de la production des moyens de production. Cet équipement en machines plus coûteuses, ça incite à produire une masse de biens de consommation d'autant plus grande pour rentabiliser ces machines. Mais du coup, comment les écouler alors que la cause même de ce productivisme, l'industrialisation, ça entraîne une économie toujours plus grande de travail humain et donc un chômage massif et des salaires bas. Le capitalisme, c'est la surproduction permanente, non pas par rapport aux besoins, mais par rapport aux capacités d'achat. L'introduction du machinisme, elle simplifie à un degré extrême le travail. Elle le transforme pour une bonne partie en travail de surveillance de la machine ou en la réalisation d'opérations simples qui permettent le fonctionnement de la machine. Cette simplification, elle rend justement ce travail d'autant plus pénible. Le travailleur, il est relégué au rang d'accessoire de la machine. La vitesse maximale de la machine, elle règle donc la vitesse que l'on cherche à faire atteindre au travail humain, l'intensifiant le plus possible. La répétition du travail, elle le rend aussi d'autant plus pénible. La nécessité pour chaque capitaliste individuel de rentabiliser le plus possible les machines, elle fait qu'alors même qu'on peut produire plus en moins de temps, la durée de la journée de travail, elle est allongée le plus possible et intensifiée. C'est par les luttes et pas par un quelconque progrès technique que les travailleurs ils ont pu réduire la durée de la journée de travail, obtenir des repos, etc. Même ces luttes pour limiter l'exploitation,
Elles ne se sont pas gagnées entreprise par entreprise. Le rapport de force n'y est pas le plus favorable et la concurrence, elle ne permet pas à un capitaliste moins exploiter ses travailleurs que ses concurrents. C'est des luttes qui ont entraîné largement la classe ouvrière, qui ont permis d'imposer ces réglementations, comme celle pour la journée de 8 heures, qui a été l'étendard du mouvement ouvrier international au début du XXe siècle, ou la grève générale de juin 1936. Même avec une journée de travail réduite, la nécessité de valoriser le capital constant, elle impose des horaires décalés à la classe ouvrière, particulièrement là où le capitaliste il a des machines à valoriser. La production elle est organisée en 3-8, se restreignant à la journée de 8 heures. Pourtant, et les capitalistes ils tentent toujours d'augmenter cette durée du travail. Aujourd'hui, on entend le MEDEF pleurer sur toutes les chaînes qu'il va falloir travailler plus avec le confinement, alors même que les grands groupes annoncent de plus en plus de plans de licenciement. Et une des conséquences majeures de l'industrie capitaliste, c'est effectivement l'apparition d'un chômage de masse, dont une partie est incompressible, d'une surpopulation par rapport aux besoins aux travailleurs des capitalistes pour valoriser leurs machines. Ainsi, la concentration d'une masse énorme de richesses en moyens de production pouvant permettre techniquement de répondre aux besoins de l'ensemble de la population fait face à l'accroissement de la misère à un autre pôle de la société. La surexploitation des travailleurs industriels, elle fait face à la formation d'une couche de chômeurs durables. Une partie des chômeurs, ils sont tantôt embauchés, tantôt au chômage sur les périodes de croissance auxquelles succèdent des crises, mais une large partie du chômage, il ne se rétracte pas, peu importe la dynamique du capitalisme. Ce chômage, il découle nécessairement de l'utilisation capitaliste de la technique. Les machines, dans les mains des patrons, c'est une arme. Ils s'en servent pour briser la résistance ouvrière, quand les travailleurs ils parviennent par leur lutte à augmenter leur salaire. Ça a été le cas à Foxconn, dont on a parlé avant, en Chine en 2016. Ce chômage lui-même, il exerce une pression terrible à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. On revoit la loi de l'offre et de la demande sur le marché du travail. D'où les surprofits encore plus importants et une surintensification du travail qui nourrit encore le chômage. Les moyens de production qui permettraient techniquement, par une autre utilisation, de répondre à l'ensemble des besoins élargis de la population mondiale, sont dans les mains des capitalistes une arme pour restreindre les besoins de la majorité de la population. Même si une partie de la classe ouvrière des pays riches elle a pu voir son niveau de vie augmenter comparé au début du XIXe siècle, la part de la richesse produite qui revient aux travailleurs en tant que classe est toujours plus petite et la valeur des biens qu'elle reçoit en échange de son travail est toujours plus faible dans l'absolu. La répartition des richesses entre la classe ouvrière, chômeurs compris, et le capital, elle réserve une part toujours plus grande pour le capital. La lutte sous sa seule forme syndicale, elle peut rien contre ce phénomène. Cette lutte, elle peut en conséquence être tolérée et digérée par les capitalistes, surtout quand elle prend la forme du dialogue social qui permet de donner une illusion de démocratie dans les entreprises. Elle est tolérée que dans la mesure où elle détourne les travailleurs de la lutte politique pour l'expropriation du capital et l'abolition du salariat. Face aux conséquences de l'utilisation capitaliste de la machine, une des premières réactions, ça a été son rejet. En Angleterre, en 1811-1812, on voit des petits producteurs briser des machines dont l'introduction est alors synonyme pour eux de chômage ou d'exploitation. Dans le Capital, Marx y note qu'il faut du temps pour passer de la lutte contre la machine à la lutte contre la forme sociale de son exploitation. Ce pas, il a été franchi, et bien que les capitalistes continuent d'utiliser les machines contre la classe ouvrière, le mouvement ouvrier il a pu s'appuyer sur les perspectives offertes par cette technique pour revendiquer notamment la réduction de la journée de travail. Aujourd'hui, face au progrès technologique, on entend différentes idées. On a pu entendre parler de la fin du travail, fin à laquelle il faudrait trouver une solution, parce qu'en effet, sous le mode de production capitaliste, la fin du travail, elle apparaît non pas comme une libération, mais comme un cataclysme. Ou quand elle sonne comme une libération, c'est dans la bouche de Elon Musk, un grand patron, dont les ouvriers des usines ultramodernes de Tesla, ils travaillent au moins 40 heures par semaine, et souvent bien plus avec les heures supplémentaires imposées. La fin du travail, c'est pas pour tout de suite, et c'est probablement pas sous le capitalisme. Au vu des investissements que représentent les machines, investir dedans, ce n'est pas toujours le choix des capitalistes qui peuvent profiter d'une place avantageuse sur le marché et qui, par crainte des crises, qui pointent toujours le bout de leur nez et ne sont pas sûrs de vouloir investir dans des équipements qui ne pourront pas rentabiliser. Surtout quand on peut, à moindre frais, revoir l'organisation du travail pour l'intensifier le plus possible. Face au chômage de masse, on peut entendre la revendication, elle, issue du mouvement ouvrier à ses débuts, du droit au travail. Mais sans remettre en cause le système capitaliste, ce droit au travail, il revient au droit à être exploité. Ou alors il se résume à une promesse creuse mais constitutionnelle. Face à la revendication du droit au travail, le socialiste Paul Lafargue, le gendre de Marx, y réclamait à la fin du XIXe siècle le droit à la paresse. Pour Marx, la réduction du temps de travail, c'est la condition fondamentale de la liberté. C'est des perspectives quand même plus réjouissantes que l'exploitation et qui sont d'autant plus recevables aujourd'hui au vu de nos capacités de production. Dans les années 70,
Un collectif de syndicalistes a constitué un dossier démontrant qu'une rationalisation de la production, sans faux frais, sans obsolescence programmée, etc., et un partage du travail entre tous permettrait de ne travailler que 2 heures par jour. Un autre collectif a récemment mis à jour ce dossier, a réduit cette durée à 1 heure. La véritable réponse face au chômage, c'est la réduction drastique du temps de travail, rendue possible par l'automatisation et la production en fonction des besoins. La condition fondamentale, c'est quand même de retirer des mains des capitalistes les moyens de production et de se réapproprier la science et la technique afin d'en avoir la meilleure utilisation. Face au chômage, nos mots d'ordre d'interdiction des licenciements et de partage du travail entre tous, c'est des mots d'ordre transitoires. Il ne s'agit pas d'imaginer qu'ils soient compatibles avec la marche normale du capitalisme, mais de les voir comme un pont vers un affrontement révolutionnaire nécessaire pour y parvenir. À l'époque de la grande industrie, la lutte ouvrière syndicaliste, elle trouve à la fois son apogée et sa limite. Aujourd'hui, les perspectives pour la classe ouvrière, elles sont politiques, et c'est la lutte pour le communisme. Et sur ces belles paroles, je laisse la parole à Emma. Salut à tous. Pour continuer cet exposé, on va revenir sur la science économique officielle qui fait apparaître le capitalisme comme un ensemble de lois naturelles ancrées dans la nature humaine. Or, l'économie capitaliste, c'est l'expression d'un rapport de force. C'est donc historiquement déterminé. Le capitalisme, c'est l'économie d'une société donnée à une époque donnée. Le système capitaliste, il a ses dynamiques internes qui s'imposent à toute la société et dont en réalité la réalisation requiert l'exercice d'une contrainte extérieure aux lois économiques, c'est-à-dire l'usage de la force, dont le bras armé le plus abouti, c'est l'État moderne. La première de ces nécessités, c'est sa tendance permanente et absolue à la croissance, ça a bien été montré dans les 2 premières parties, qui explique l'exploitation sans limite des hommes et le saccage de l'environnement. La question qu'on peut se poser, c'est comment un système aussi aveugle, déséquilibré, qui ne fonctionne pas du tout sur une planification des besoins sociaux, mais sur la recherche permanente du profit par une multitude d'acteurs soumis aux lois du marché, peut-il fonctionner, même sur la base de l'exploitation? On va prendre un cycle de production d'une durée d'1 mois pour simplifier. Ça a déjà été expliqué, mais la classe capitaliste, elle possède les machines et les matières premières et elle veut les transformer en marchandises. La classe ouvrière, elle doit vendre sa force de travail contre un salaire. À la fin du mois, la valeur de la marchandise réalisée, c'est-à-dire vendue contre de l'argent, rembourse le capital constant incorporé à la marchandise, c'est-à-dire les matières premières et l'usure de la machine, et le capital variable, c'est-à-dire les salaires, en dégageant en plus une plus-value accaparée par le capitaliste. Le salaire, il va servir à reproduire la force de travail, logement, nourriture, habillement dépensés pendant le mois. Le salarié, il va donc reverser à la classe capitaliste le salaire que, en fait, la classe capitaliste lui aura finalement tout au plus avancé. Il se retrouve donc en fin de mois exactement dans la même situation qu'en début de mois, et ce, à la fin de chaque cycle. La seule différence, c'est qu'il s'est usé un mois de plus. Le capitaliste, lui, il s'est approprié la plus-value. Évidemment, elle va lui permettre de consommer personnellement, bien sûr bien plus et de bien meilleure qualité que le travailleur. Même si on en reste là, à la fin du cycle de production, le travailleur reste un travailleur et le capitaliste reste un capitaliste. Ça, c'est le schéma de la reproduction simple, où le nouveau cycle commence exactement là où le précédent s'est terminé. Le capital n'a pas augmenté ni diminué, mais le rapport social capitaliste, l'exploitation, s'est reproduit d'un cycle à l'autre. 2 petites remarques. La consommation spécifique de la classe capitaliste, elle est entièrement financée par l'exploitation et elle pèse lourd dans l'économie. Bernard Arnault, qui est à la tête de LVMH, industrie du luxe, est la 3e fortune mondiale, ce qui donne une petite idée quand même de ce que pèse cette industrie du luxe. Ce qui veut dire quand même que même la pseudo-légitimité à l'investissement initial en machines et matières premières, qui est l'argument des capitalistes pour justifier leur droit au profit, ne tient pas. En plus de ça, la classe ouvrière, elle est non seulement le moteur de la production, mais elle est aussi indispensable à la circulation des marchandises et de l'argent, donc à la réalisation de la plus-value. Le rôle des travailleurs essentiels du commerce, il a été mis en évidence dans la crise sanitaire. Le truc, c'est que cette reproduction simple, c'est un schéma idéalisé pour comprendre le fonctionnement du système. Mais la plus-value, elle ne sert pas seulement la consommation de la classe capitaliste. En réalité, une partie de la plus-value est réinvestie dans la production, soit pour l'extension ou le perfectionnement de l'entreprise. Raphaël a parlé de la machinisation, nouvelles matières premières, mécanisation, extension, soit pour la création d'une entreprise nouvelle dans un secteur nouveau. Ça, c'est les décisions laissées à chaque capitaliste, sans autre contrôle social que la validation après coup du marché. On touche là à la reproduction élargie.
Chaque année, le capitaliste, en plus de ses dépenses personnelles, il accumule du capital. Alors que l'ouvrier, évidemment, il dépense son salaire pour vivre lui et sa famille. De sorte que l'écart se creuse dans des proportions toujours plus grandes. Du coup, ça veut dire que ce qui s'élargit, ce n'est pas seulement la production de marchandises, ni l'argent qui revient au patron après la vente de ces marchandises, mais le rapport social capitaliste lui-même. Plus de capital à la bourgeoisie et plus de travailleurs sous ses ordres. Le principal ressort de l'accroissement du capital, c'est la concurrence, on entend souvent ce mot, qui détermine les rapports entre capitalistes. Elle impose que tout accroissement de la productivité dans une entreprise doit être imité dans le reste du secteur en tant que condition d'existence absolue, sous peine pour les entreprises moins productives de se faire évincer du marché. Les plus grandes entreprises, elles possèdent de fait plus grands avantages techniques et financiers et, chose importante, un plus gros poids dans le jeu politique. L'accroissement constant du capital, l'élargissement de la production systématique, c'est non seulement un but pour faire plus de plus-value, mais en fait aussi une nécessité du capitaliste pour sa survie. Dans les faits, les gros mangent les petits, phénomène qui s'accélère dans les crises économiques. On peut diviser grossièrement la production en deux sections. D'un côté, la production de biens de consommation, des plus basiques pour la survie de la classe ouvrière, aux plus luxueux pour l'entretien de la classe capitaliste. De l'autre, la production des moyens de production. L'accumulation du capital, ça signifie mécaniquement un accroissement de la production de moyens de production, de machines et de matières premières pour pouvoir produire. La pression de la concurrence, la lutte contre les progrès d'organisation de la classe ouvrière accélère toujours plus l'importance de cette production de machines. Le capitalisme, c'est un système d'accumulation pour le profit, c'est donc aussi un système de production pour la production. C'est un peu là-dessus, on pourra en discuter, que la partie des décroissants qui milite pour un capitalisme modéré, un contrôle des marchés ou un contrôle de la production sur des bases environnementales, milite en réalité pour une chimère. Le capitalisme, il est fondamentalement productiviste et c'est sa condition d'existence. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de capitalisme vert, décroissant, soucieux des équilibres naturels. C'est contre nature. Le combat écologique le plus conséquent, c'est donc le renversement du capitalisme. Une fois produite cette masse gigantesque de moyens de production, il faut bien que ces moyens de production entrent en action et produisent une masse d'autant plus gigantesque de biens de consommation. La contradiction, elle éclate entre cette tendance à élargir systématiquement la production et de l'autre côté, la consommation limitée des classes populaires. Pas limitée seulement par les plans d'austérité ou les patrons voyous, même si bon, c'est un peu la forme concrète que ça prend, mais limitée forcément, même dans les meilleures conditions possibles dans lesquelles on pourrait imaginer la classe ouvrière, par la base même de l'accumulation capitaliste, limitée en regard du développement des forces productives. Dans ce modèle en apparence, derrière ce modèle en apparence simple, il y a le capitalisme réel qui est vraiment loin d'être linéaire. En réalité, quand une nouvelle branche de production est découverte avec des perspectives de profit, tous les capitaux disponibles, décuplés en plus de ça par les crédits, se jettent avidement et quand une nouvelle région dynamique est désignée comme privilégiée pour accueillir la production capitaliste, évidemment, toutes les fortunes de la planète y investissent en un rien de temps. Ce qui crée des encombrements gigantesques qui se payent par des crises terribles avant que l'accumulation ne puisse reprendre. En observant cette tendance frénétique à l'accumulation, on voit le rôle historique du capitalisme. C'est de révolutionner sans cesse la production, de plus en plus rapidement et sur une échelle de plus en plus grande. Évidemment, en détruisant tout ce qui l'entoure, les hommes et la nature, mais aussi les vieilles structures sociales pré-capitalistes. Ça donne une idée quand même du caractère transitoire de ce capitalisme, d'un système destiné à disparaître, quoi qu'il lui faudra un coup de main qu'on pourra lui donner. Comment le capitalisme, c'est la question, peut-il toujours s'étendre ? Dans les vieux pays capitalistes, en France par exemple, le capitalisme il s'approfondit en s'implantant dans des secteurs qui étaient jusque-là de l'ordre de l'économie domestique. La garde des plus jeunes, la garde des plus vieux, le ménage, la cuisine. De fait, le capitalisme intègre à son économie tout ce qui peut l'être sur une échelle toujours plus grande. Mais au-delà de cette conquête de nouveaux marchés par la destruction des restes d'économie naturelle et la création de nouveaux besoins, le capitalisme il s'étend évidemment par la conquête de nouveaux territoires. Et dans cette conquête, il détruit ou intègre tous les systèmes pré-capitalistes qu'il croise en expropriant systématiquement les producteurs directs.
Cette colonisation des formes de production et d'échange, c'est évidemment pas nouveau. Depuis le XVIIe siècle, en réalité, le processus il est en accélération constante. La bourgeoisie, elle entraîne la grande masse de la paysannerie dans les villes pour la forcer à se salarier. Et pour ce faire, elle arrache à l'économie paysanne toute sa production, pan par pan, d'abord la production artisanale, puis jusqu'à l'agriculture elle-même. Et ça, non pas par une naturelle conséquence de la concurrence économique, etc., mais en réalité par la force. C'est par le pouvoir de coercition de la pression fiscale, de la vente forcée, par la monopolisation croissante des terrains, les guerres de colonisation, la pression de la dette publique, que la bourgeoisie, elle entraîne la paysannerie dans une paupérisation telle que, évidemment, la seule alternative est celle de vendre sa force de travail dans les usines des villes. En Angleterre, c'est depuis la fin du XVe siècle que le système féodal de la terre il s'effondre au profit d'une concentration des terres. Et au XVIIIe, il y a ce phénomène qui est la forme la plus poussée, celle de l'enclosure, c'est-à-dire que les terrains communaux, issus de l'économie féodale, nécessaires à l'existence de la petite exploitation paysanne, sont systématiquement expropriés et privatisés, les champs réquisitionnés pour le pâturage des moutons dans le cadre de l'explosion de l'industrie textile. Aujourd'hui, les processus qui sont à l'œuvre sont du même ordre. L'expropriation paysanne, loin d'être finie, elle continue systématiquement en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, avec la violence d'État et la pression fiscale comme moyen de forcer la main. La clé de l'extension du mode de production capitaliste, c'est l'expropriation du producteur direct, en arrachant le paysan en campagne, en le rendant libre de toute contrainte féodale, mais aussi de toute propriété. Le capital il crée systématiquement une classe ouvrière de plus en plus massive et la possibilité de formation d'un marché intérieur si cher aux économistes, mais qui apparaît comme une conséquence inévitable de la ruine de l'économie agricole. Le développement du capitalisme, il s'appuie sur le renforcement de la classe ouvrière, alors même que cette classe a des intérêts opposés à ceux de la bourgeoisie. Le capital, il produit donc les conditions, les contradictions qui mènent à son renversement à l'échelle internationale. La continuité de ce processus, qui plonge donc des pans de plus en plus larges de la population mondiale dans les rangs du prolétariat, elle se visualise par exemple parfaitement avec la répartition ville-campagne, en augmentation croissante. Aujourd'hui, c'est 55% de la population mondiale qui vit en ville, avec une estimation à 68% de cette population mondiale pour 2050. La richesse des capitalistes, ce qu'on appelle richesse nationale pour faire passer la pilule, mais on sait à quoi s'en tenir, ça signifie la paupérisation croissante de toutes les autres couches de la société et la pauvreté de l'autre extrême. Aujourd'hui, 1 milliard d'êtres humains sont parqués dans des bidonvilles aux marges du système. Dans le même temps, la planète n'a jamais compté autant de salariés. Plus de 1,5 milliard, à en croire le dernier comptage de l'Organisation internationale du travail, qui n'est pas marxiste. Tous ne sont pas des prolétaires. Évidemment, Carlos Ghosn, par exemple, était salarié. Mais la grande majorité, quand même. Il n'y a pas 1,5 milliard de Carlos Ghosn, heureusement. C'est ça le poids social de notre classe et c'est le résultat de l'accumulation, du processus d'accumulation capitaliste. L'ensemble de ces phénomènes, ce n'est pas seulement le nécessaire déroulement des lois économiques, mais c'est aussi l'expression de rapports de force entre le capital et le travail, entre les petits et les gros capitalistes, entre le capitalisme et les formes économiques pré-capitalistes. L'outil principal de la domination bourgeoise et à l'intérieur des plus gros capitalistes, c'est l'État. Une constatation quand même simple à faire en ce moment, alors que les conséquences économiques du Covid commencent à se dessiner et que les États s'endettent à hauteur de plusieurs milliards, voire de centaines de milliards, pour sauver les grands industriels. En France, évidemment, c'est l'automobile et l'aérien qui se voient soutenus dans la crise, alors même qu'ils prévoient des gigantesques plans de licenciement. Dans ce soutien, l'État il peut même aller jusqu'aux nationalisations qui, bien loin, comme peuvent le prétendre certains politiciens bourgeois, de remettre en cause la domination du capital, sont en réalité une béquille pour socialiser les pertes, financer les restructurations, c'est-à-dire les licenciements, et pourquoi pas reprivatiser derrière. C'est ça la concurrence libre et non faussée que nous vendent les capitalistes. L'État, ça permet évidemment la légalisation de l'exploitation du travail par le capital. C'est-à-dire que ça entérine et légitime les capitalismes.
Par exemple, on pense aux ordonnances Macron qui légalisaient en fait des pratiques qui étaient déjà bien ancrées dans tout un tas de grosses boîtes. On pourra y revenir dans la discussion. Mais ce sont aussi les expéditions coloniales et impérialistes, les guerres extérieures pour s'accaparer des matières premières, les rivalités entre les grandes puissances qui, de fait, passent de commercial à politique et puis souvent militaire. Ce sont les pressions du FMI et le mécanisme de la dette qui fait payer au peuple le profit des grandes banques des pays impérialistes, comme ça a été le cas en Grèce il y a quelques années. Pour conclure et passer à la discussion, on a vu que le capitalisme, c'est un système d'exploitation. C'est l'exploitation du travail salarié qui est son moteur et qui génère le profit. Le combat contre les inégalités sociales, ça consiste donc pas à réguler le marché ou à mieux consommer, mais à l'organisation collective de la classe ouvrière rassemblée sur les lieux de production contre le capitalisme. En élargissant un peu et en passant du patron à l'ouvrier à l'usine en entier, avec ses machines, son capital constant, dont le développement est synonyme de chômage et de crise, on voit bien les limites de l'organisation de type syndicaliste, centrée sur le lieu de travail uniquement, là où la classe ouvrière doit se constituer en force politique, capable de proposer une perspective à toutes les franges de la société, c'est-à-dire le programme communiste. Et c'est en traitant le développement du capital à l'échelle de la société tout entière, parce qu'évidemment le capital crée les frontières, mais lui-même ne s'y soumet pas, qu'on voit la tendance frénétique à la croissance et à l'accumulation qui ne peut être satisfaite que par la force et la contrainte, non seulement sur les salariés, mais sur toutes les couches sociales qui échappent encore aujourd'hui à la domination capitaliste. Les États modernes, avec leurs polices et leurs armées, sont le bras armé de cette contrainte et sont les adversaires des travailleurs et des peuples. Les lois économiques, c'est en réalité rien d'autre qu'un concentré de rapports de force et en réalité donc des phénomènes politiques. C'est donc une révolution sociale qui passe par la destruction des États bourgeois qui permettra seulement d'exproprier le capital.